tout le monde. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je sais que tu n'aimes pas les questions, l'Indien. Question à tout, André Berkoff. Ça fatigue pas toujours de poser des questions tout le temps? Alors, poser des questions à Alexandre Delval, c'est de prendre... je ne sais pas. Alors, Alexandre Delval, c'est embêtant qu'on n'ait pas 4 heures pour parler de tout cela, parce que votre livre, comme vos autres livres, c'est très, très passionnant, parce que ça nous concerne tous, le nouvel ordre post-occidental, comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique. C'est paru aux éditions de l'Artilleur. C'est passionnant. Parce que, effectivement, vous savez, je vais dans une banalité de base. Ce qui se passe avec Trump, ce qui se passe avec... Là, ils se sont rencontrés avec Xi Jinping, d'ailleurs, on va en parler. Ça nous concerne complètement. Croire que ça ne se passe que à l'Élysée, à Matignon et à l'Assemblée nationale et ailleurs, c'est se cacher et se masquer allez, 3/4 de la réalité, j'allais dire. Ce qui se passe ailleurs nous concerne quotidiennement de façon aussi importante. Et c'est pour ça que on insiste beaucoup à Berkoff sur le vif de parler de ce qui se passe dans le monde, parce qu'aujourd'hui, l'interaction est totale. Alors, Alexandre Delval, ce nouvel ordre, alors parlons juste de l'actualité. Oui. Donc, M. Trump a rencontré hier, on a vu les images, M. Xi Jinping, donc, et on sentait en tout cas quelque chose. On ne va pas faire la psychologie des gestes ou des attitudes, mais on sentait que Trump était, comme d'habitude, mon grand ami Xi Jinping. Et Xi Jinping était beaucoup plus modéré, beaucoup plus discret, etc. Ils se sont parlé pendant 2 heures, etc. Et je voudrais aborder quelque chose qui est lié à ça, dont vous parlez, c'est la guerre des terres rares, ou comment Trump, en Asie, a essayé de contourner la Chine en allant vers les terres rares. Alors, vous parlez de cela dans votre livre. Absolument. Alors, dites-nous, tout d'abord, merci de m'inviter sur Berkoff sur le vif. Je suis ravi de connaître cette nouvelle émission. Et beaucoup de bonne chance pour cette nouvelle carrière du Berkoff qui est toujours là où on l'attend pas, qui se renouvelle souvent. Et non, en ce qui concerne les terres rares, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les terres rares et de nombreux matériaux stratégiques, notamment le nickel et l'aluminium, aujourd'hui, sont presque totalement contrôlés. De l'exploitation, l'extraction jusqu'à la commercialisation et l'arrivée à destination par les Chinois. Alors en Chine, pour beaucoup de terres rares, mais aussi pour le nickel et l'aluminium en Indonésie, j'en parle beaucoup dans le livre, avec des investissements dans les sociétés d'exploration et d'extraction et de raffinage en Indonésie, mais également en Afrique et de plus en plus en Amérique latine. Ça veut dire que la Chine... Alors que nous, on est dans le court-termisme, les démonstrations, ce que fait Trump aussi, c'est un homme des réseaux sociaux. Alors que nous, on est dans la démonstration, c'est pour ça que ça répond à ce que vous lisez. Xi Jinping, beaucoup plus calme, lui, c'est pas une démocratie, il n'est pas dans le court terme, il est dans le long terme. En 1971-72, déjà, la Chine a gagné, lorsqu'elle nous a fait admettre que pour quitter l'Union soviétique, il suffisait que nous ne reconnaissions plus Taïwan. Et c'est comme ça qu'on a retiré toutes nos ambassades. Il n'en reste que 22 aujourd'hui, dont des tout petits pays comme Haïti. Déjà, la Chine, ça montre bien leur façon de faire. Donc, il y a 40 ans déjà. Quoi. Il y a 50 ans, il y a 50 ans, la Chine crée les conditions pour ne pas avoir besoin de faire la guerre pour récupérer un jour Taïwan. Elle le fera que si c'est nécessaire. Donc, c'est une stratégie très différente des Russes, où on est vraiment dans le jeu de go. L'ennemi est encore là, on va l'enfumer, l'encercler, le retourner, on n'a même pas besoin de le tuer. Et donc, c'est une stratégie beaucoup plus longue, mais qui nécessite aussi un pays qui ne soit pas un démocrate, un pays démocratique, parce qu'un pays démocratique, il a une alternance. Il faut un despotisme éclairé pour faire ça. C'est le temps long, quoi. C'est le dernier chapitre de ce livre, d'ailleurs, qui montre qu'à cause du fait que dans nos démocraties, le contrat social qui est à l'origine des démocraties libérales a été rompu. Pour nos auditeurs, le fameux contrat social, c'est pas que Rousseau ou d'autres, ou le Léviathan. Le contrat social, c'est j'accepte de laisser une partie de ma liberté que je délègue à un souverain parce qu'il me protège et il assure la liberté mais aussi la propriété. Il faut qu'il me protège. Il faut qu'il me protège plus, il y a un problème. Et voilà. Et comme il ne nous protège plus, eh bien de plus en plus, on le voit avec le phénomène Bukele, ce fameux autoritaire au Salvador, cette île libérale conspuée en Occident, mais qui a eu des résultats incroyables contre les narcos. Et ne parlons pas de Javier Milei. Avec sa tronçonneuse, je vois que vous honorez Milei avec votre tronçonneuse. Tout à fait. C'est lui qui vous l'a offert, peut-être. Non, mais Arnaud
hommage à lui, je le mets sur mon bureau. Là. Il faut avouer qu'il a commencé à découper l'État social. Alors, on dit qu'il a des mauvais résultats, etc., etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'Argentine était un pays extrêmement riche au niveau de vie. Ça faisait rêver tout le monde, l'Argentine, il y a 60, 70 ans. Aujourd'hui, c'est un pays qui a tout, comme le Venezuela, mais qui n'a plus rien. Il n'a plus rien parce qu'il a été mal gouverné par un welfare state. Et lui, il veut découper à la tronçonneuse l'État social, l'État-providence. L'État obèse, l'État-providence, l'État d'assistanat. Mais revenons, Alexandre Delval, revenons à Trump et Xi Jinping. Oui. Parce que vous parlez dans votre livre, c'est intéressant, puisque c'est le nouvel ordre, mais vous dites post-occidental. Oui. Mais est-ce qu'on est vraiment déjà le post-occidental? Parce que Trump, quand même, emmagasine beaucoup de choses. Alors, il est j'aime beaucoup cette question, parce qu'elle est fondamentale. Quand je dis post-Occident, j'ai fait exprès de ne pas mettre anti-occidental, car dans le post-Occident, il y a en fait 3 blocs sont en train d'interagir dans le nouveau monde qui vient. Ouais. On n'est pas encore ni dans l'unipolarisme, ni dans le multipolarisme, on est dans une zone de transition. Il y a un premier bloc qui est le bloc occidental, un autre bloc qui est le bloc anti-occidental, Russie, Chine, Iran, Venezuela, Cuba, en gros les vrais récalcitrants qui sont prêts à arriver presque à une guerre mondiale. Et il y a un troisième bloc, c'est les opportunistes non alignés ou multi-alignés. Alors c'est qui les opportunistes? L'Inde, l'Inde qui est pourtant en plein accord de défense avec les Occidentaux. L'Inde, c'est également l'Arabie Saoudite qui est membre de l'OCS. C'est également les Émirats qui sont membres des BRICS. Ça veut dire que quand on caricature le monde, il y a en gros l'Occident et le rebelle isolé qu'est la Russie. La Russie n'est pas du tout isolée. La Russie et la Chine ne sont pas du tout isolés. Ils sont avec 70% de l'humanité. Et ils ont même réussi à faire venir dans leurs 2 alliances post-occidentales, parce que le post-occident, en gros, c'est ce qui vient après la domination occidentale. C'est pas que les anti, c'est ceux qui veulent un ordre différent. Et ça peut être des amis à nous. Dont les BRICS, par exemple. Et ça peut être des amis aux Occidentaux. Par exemple, les Émirats ont une base française militaire importante. C'est un grand allié de la France. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec l'alliance avec les Émirats, parce que c'est un pays qui est islamiste chez lui, mais qui est anti-islamiste à l'extérieur. Ils financent tout ce qui est anti-islamisme partout. Ils sont contre les frères musulmans. En France, ils ont même financé des grands spécialistes qui luttent contre l'islamisme, etc. Donc, ce sont des gens qui ne sont pas hostiles, mais ils se disent « je n'ai pas envie de finir un jour comme l'Iran ou la Russie ou ceux qui sont victimes de sanctions secondaires. Je prépare un ordre financier, économique et politique alternatif, parce que si je ne obéis que aux institutions occidentale, un jour, je vais être sanctionnable par les lois extraterritoriales. Et c'est pour ça qu'il y a un énorme chapitre dans ce livre sur la guerre et les causes de la guerre en Ukraine, mais également sur les sanctions et les conséquences des sanctions qui ont en fait relancé une désoccidentalisation du monde qui se traduit par un début de dédollarisation. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent « c'est fini, le dollar est mort ». Il ne faut jamais aller trop vite. C'est pour ça que dans mon livre, je n'ai que des scénarios. 3-4 scénarios à chaque conflit ou à chaque sujet, mais la dédollarisation est en cours et c'est le grand échec de l'Occident que d'avoir en fait mis les Indiens dans les bras des Chinois. Les Indiens étaient hostiles aux Chinois à cause des menaces de sanctions. Quand M. Trump, qui n'est pas réaliste... l'histoire du SWIFT. L'histoire du SWIFT, et surtout quand M. Trump a dit l'été dernier, au début de l'été dernier, 50% pour les Indiens, et s'ils continuent à acheter du brut, donc du pétrole... La hausse des tarifs douaniers. Absolument. Quand il a dit, Indiens, si vous achetez du brut russe, vous allez être méga sanctionnés, vous allez être grillés. Eh bien, les Indiens ont dit, c'est très simple, on va rejoindre le groupe de l'OCS. Et pour la première fois, avant même la réunion de l'OCS, on a vu une visite réciproque entre des dirigeants indiens et chinois qui ont mis fin à leur contentieux territorial, qui n'avaient jamais réussi à mettre de côté avant. C'est-à-dire que le Trump n'est pas si génial qu'on le dit. Il est en train d'accélérer, c'est pour ça que je l'ai mis, le retour de Trump et la guerre en Ukraine accélère la grande bascule du monde, puisque par son unilatéralisme, il n'est pas isolationniste, il n'est pas interventionniste, mais il n'est pas non plus isolationniste, il est unilatéraliste. Il pense qu'il peut faire plier tout le monde, il veut déléguer les guerres aux Européens, c'est là qu'il est malin, il va nous faire payer le risque et le coût. Oui, c'est-à-dire qu'il a dit, écoutez, nous, on ne donne plus les armes aux Ukrainiens, on a déjà donné, maintenant c'est à vous de acheter. Et en plus, vous prenez le risque, parce que vous savez qu'en droit international, ou plutôt en diplomatie, quand vous ne vendez pas directement une arme à un ennemi, vous n'êtes pas belligérant. Par contre, celui qui vous l'achète et qui va le donner aux Ukrainiens, lui, il va morfler. Donc c'est nous qui risquons effectivement l'affrontement avec la Russie. Absolument. Nous prenons le risque direct d'une guerre de haute intensité avec la Russie, auquel d'ailleurs nos dirigeants disent se préparer, sauf qu'ils n'ont même pas de drone. Ils sont soi-disant prêts, mais ils n'ont pas de drone. Il faut savoir que la Russie tire plus de drones en un jour que ce que l'armée française a de drones
opérationnels dans sa totalité. en stock. Ouais. Je parle de drones opérationnels offensifs ouais, comparables au Geran 2. Vous savez, c'est les anciens drones iraniens qui ont été adaptés et que c'est même plus du tout les mêmes. Hein. Ils sont hyper adaptés, hyper augmentés. Et donc, voilà, il y a un déclassement de l'Occident et il y a un monde qui se construit, qui est un monde en dehors de l'Occident. C'est pour ça que j'ai voulu dire post-occidental et non pas anti, car c'est beaucoup plus complexe que les anti. Donc il y a 3 groupes, occidentaux, anti-occidentaux, et ce qu'on appelle les opportunistes non alignés ou multi-alignés, qui eux tirent les marrons du feu. Oui, regardez, en fonction de ce qui se passe et en fonction de leurs intérêts, absolument, vont là ou là. Ouais. Il faut avouer que pour un Indien, quand même, pour les raffineries indiennes, acheter du brut, du pétrole russe, 30% moins cher que le prix du marché, le raffiner et nous le revendre beaucoup plus cher que ce qu'on aurait acheté en raffinage avant, c'est quand même un jackpot fantastique. Et pour nous, c'est le dindon de la farce. Mais alors justement, nous sommes les dindons de la farce là-dessus. C'est nous qui payons au prix fort, notre embargo. Oui. Et rappelez-vous... Nous payons les produits que nous sanctionnons parce que nous les achetons quand même de manière indirecte. Et entre nous et eux, ces produits soi-disant interdits, il y a plein d'intermédiaires qui se gavent. Et en fait, le surprix est payé par nous. C'est pareil pour l'accord avec Trump. Moi, ça m'amuse beaucoup quand beaucoup de souverainistes européens adorent Trump. Moi, je trouve qu'il est très intéressant. Oui, il est passionnant. Mais de là à le vénérer, il est en train de nous massacrer économiquement. Il a fait un deal avec Madame von der Leyen. Vous me direz, c'est elle la vraie coupable, parce qu'en fait, elle veut être employée par une boîte américaine pour son futur job. Elle prépare déjà sa reconversion. Après nous avoir tondu de manière remarquable. Exactement. Mais le prix qu'elle a négocié, c'est incroyable. Le prix du gaz de schiste que nous allons avoir, elle a négocié un prix à $200. À $200 l'unité, alors que le prix du marché, c'est-à-dire que le prix du gaz... Le gaz de schiste américain. Le gaz de schiste américain, il y a une cotation, il y a un prix spot, et qui est à peu près, normalement, le prix de base devrait être autour de 40 ou 30 ou 40 ou 50 $. Nous, on va le payer 200. C'est-à-dire, déjà, le gaz de schiste est 4 fois plus cher que le gaz par gazoduc russe. Et alors, donc c'est pour ça que le gazoduc a explosé, puisque le but de cette guerre, c'était nous empêcher de... Mais ça, tout le monde le sait. Mais on continue à consommer du gaz par bateau russe, parce que ce gaz-là est à un prix beaucoup plus élevé, il est moins dangereux pour le gaz de schiste. Mais on va le payer 200 à la place de 40 $. Mais ce qui est extraordinaire, Alexandre Delval, quand même, dans cette histoire, c'est que, c'est un exemple, et je ne dis pas que c'est bien ou pas. En France, vous savez qu'il est interdit d'explorer le gaz de schiste. Absolument. Nous avons des réserves de gaz de schiste, je dis pas que c'est bien ou pas bien. Mais nous l'achetons à un prix énorme. Et exorbitant aux Américains. Oui, parce que nous sommes un petit peu quand même l'empire de... Poutine parle souvent de l'empire du mensonge. Ça, c'est un narratif, bien sûr, propagande russe. Moi, je dirais plutôt l'empire de l'hypocrisie. Nous sommes l'empire de l'hypocrisie. Tartuffe. Parce que nous nous interdons, par exemple, les terres rares. On n'a pas le droit d'exploiter les terres rares en France puisque ça détruit les paysages. Il faut des systèmes horribles parce qu'avec les terres rares, pour nos auditeurs, elles ne sont ni terres ni rares. Les terres rares, c'est des métaux précieux stratégiques pour l'économie digitale, qui sont un peu diffusés dans la terre. Donc, il faut une destruction du paysage. Nous, on se l'interdit, mais on l'achète aux Chinois qui eux-mêmes le fabriquent, l'exploitent chez eux en Afrique ou en Indonésie. Pareil pour la supply chain, donc la chaîne d'approvisionnement est entièrement contrôlée par les Chinois aujourd'hui. Nous nous sommes interdits des choses que nous achetons aux autres. Et par contre, la planète, puisque l'Occident est devenu globaliste, l'Occident se rêve d'être universel, si vraiment on est si universaliste que ça, ce qui pollue chez nous devrait considérer être également polluant ailleurs. C'est là qu'est notre hypocrisie. Donc, c'est pas grave qu'on fasse des terres rares en Chine ou en Indonésie, c'est les ploucs qui vont être pollués, c'est pas nous. Alexandre Delval, vous le savez d'autant plus, c'est ce qui est extraordinaire, il faut rappeler quand même, du matin au soir, nos chers écolos nous bombardent, il faut que la France fasse un effort sur la décarbonisation, le CO2, nous sommes à 0,9%, alors que la Russie, l'Inde, la Chine, etc., sont à 60% de la pollution globale. Absolument. Mais ça on dit rien, on n'en parle pas. Et comme vous le savez, parce que je vous écoute souvent, vous l'avez souvent dit dans vos émissions avec des experts, on va relancer l'industrie automobile chinoise, puisque les Chinois, eux, ils sont à fond dans le charbon, à fond dans le pétrole et à fond dans le gaz, mais comme ils ont trop de maladies, dans les villes, ils sont à fond dans la batterie électrique et les voitures électriques. Donc en fait, les Chinois, là où ils sont impressionnants, ils sont bons dans tout, même en mathématiques.
Alors, vous me direz, les premiers, c'est les Taïwanais, mais ça reste quand même des Chinois et des Singapouriens. En gros, les premiers en mathématiques dans le monde, c'est les Asiatiques. Aujourd'hui, les meilleurs producteurs de puces de plus faible métrage, c'est-à-dire nanomètres, en dessous de 5 nanomètres, ce sont les Taïwanais avec la société TSMC. Ils sont meilleurs aussi en ordinateurs quantiques. Ils sont en train de fabriquer l'équivalent de la flotte anglaise chaque année, les Chinois. C'est pour vous montrer l'expansion de ce pays. Énorme. Ce pays est bon dans tout. Et cet été, pour la première fois, ils ont produit des puces pour un nouvel Android qui n'a plus besoin du système de fabrication des puces à l'occidental, c'est-à-dire la société ASML en Hollande et la société TSMC pour le gravage. Ils ont rompu le monopole de la fabrication. Ils peuvent maintenant faire leurs puces avec leur propre procédé, puisqu'on leur a interdit le nôtre, le transfert de technologie, et ils étaient dépendants de boîtes américaines qui ont fait une erreur stratégique. Les boîtes américaines, dans les années 90, ont délocalisé la fabrication, le gravage et l'impression des puces à des Asiatiques, parce qu'ils ont fait des calculs ethniques carrément raciaux. Les grandes compagnies américaines, mon éditeur, L'Artilleur, a publié un livre là-dessus sur la guerre des puces. Et en fait, les grandes compagnies américaines se sont rendues compte qu'un Asiate, il est plus discipliné, il est pas syndiqué, il se plaint pas. Et c'est le meilleur. Et puis il est moins bien payé. Il est moins bien payé et c'est le meilleur pour faire une tâche chiante, mais bien, sans trop d'erreurs. Ils ont fait carrément des calculs ethniques, ils ont comparé toutes les ethnies dans le monde, et c'est pour ça que toutes les puces, aujourd'hui, de bonne qualité, de très très faible résolution, sont produites au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan. Et donc, si demain Taïwan est envahi par la Chine, nous n'avons plus de puces les plus faibles résolutions, celles qui sont utiles pour l'IA et pour le militaire, et pour les missiles donc intelligents. ce que vous dites, en fait, quand on vous entend et quand on lit votre livre, encore une fois, je le recommande. Hein. Merci. Vraiment, lisez-le, ça va vous ouvrir et ça vous donnera beaucoup de choses. Mais Alexandre Delval, ça veut dire que l'Europe, aujourd'hui, elle est presque l'otage de ce bouleversement du monde. Et oui, parce que dans ce bouleversement du monde, ce que je dis au début du livre, en reprenant quelques grands auteurs de relations internationales, c'est que ce monde est devenu identitaire, traditionnaliste, souverainiste ou impérialiste. On a des nouveaux empires, Chine, Russie, Iran, Turquie, etc. Ce n'est plus la guerre froide, ce n'est plus les deux empires, ce n'est plus la fin de l'histoire. Ce n'est plus la fin de l'histoire, voilà, absolument. C'est le retour des identités soit nationales, souverainistes, soit carrément néo-impériales, en se disant, puisque l'Amérique ne se gêne pas d'être un empire unilatéral, nous aussi on va le faire. Donc ce nouveau monde, il est foncièrement civilisationnaliste ou identitaire ou souverainiste ou impérial. Et les seuls, hein, même l'Amérique latine n'est pas comme ça, les seuls qui sont totalement bisounours et qui pensent qu'il faut remplacer l'identité, la civilisation par uniquement la norme, c'est Jürgen Habermas. Vous qui êtes philosophe, je sais que vous avez beaucoup de passion pour la philosophie, le fameux philosophe de l'école post-Francfort, Jürgen Habermas, avait parlé du patriotisme juridico-constitutionnel, remplacer en gros la patrie charnelle par une patrie purement abstraite, droit de l'homme et droit. Et constitutionnalisme. Et on donc le voit partout aujourd'hui en Europe. Enfin, les normes. Hier, on parlait le normativisme. Les ostréiculteurs, vous savez, les pêcheurs d'huîtres, qui doivent avoir mais c'est obligatoire, une toilette pour les hommes, une pour les femmes, dans leur chaland de 12 mètres. Là, on est dans Ubuesque Land. Et on harmonise les chasses d'eau. Moi, j'ai souvent écouté des débats au Parlement européen. On tergiverse sur les chasses d'eau. Harmoniser les chasses d'eau, harmoniser les confitures, emmerder les producteurs de foie gras, les peintures aussi. Une fois, j'ai fait une conférence pour des gens qui sont dans le lobby de la peinture. C'était le syndicat de la peinture. Ils étaient emmerdés par les normes. Maintenant, même les boissons, le dioxyde de tungstène ou je ne sais pas qu'on trouve. Mais par contre, l'Europe n'a pas fait d'industrie de la défense harmonisée. On est tous divisés. Les Allemands sont de leur côté avec les Américains. Ils nous ont trahis il y a quelques années, alors qu'on avait un projet énorme avec eux. Et l'Allemagne qui s'effondre avec les Porsche, etc. Absolument. L'industrie allemande qui est en train de s'effondrer. Italienne, allemande et française va s'effondrer. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, dans sa grande religion green, dont elle n'est même pas le leader, parce que nous, on est très green pour les normes, mais on n'est pas green pour l'industrie. L'industrie green, c'est que les Chinois, ils sont favorisés, ils sont les meilleurs dans tout le domaine du green, c'est-à-dire tout ce qui est écologique, que ça soit décarbonisation, que ça soit photovoltaïque, batterie avec des terres rares ou pas, parce que maintenant on peut faire aussi des batteries sans terres rares, mais avec d'autres métaux précieux. Les Chinois sont déjà les meilleurs dans toute l'industrie green. Donc interdire les moteurs à combustion
à fossiles, comme c'est le cas d'ici 2035, 2035, comme l'a décidé Van der Leyen et la Commission européenne, ça ne va pas relancer les batteries et les voitures électriques européennes. Ça va ruiner l'automobile européenne, car on ne fera jamais une voiture électrique d'aussi bonne qualité et si bon marché qu'un Chinois, à moins de faire des méga taxes, un énorme protectionnisme. Donc on suicide notre industrie automobile thermique alors qu'on pourrait la garder encore pas mal de temps. Absolument. Mais qu'est-ce que c'est quoi alors? Qu'est-ce qui a fait, enfin vous en parlez aussi, mais Alexandre Delval, qu'est-ce qui fait? C'est un suicide, c'est du masochisme, c'est quoi? Moi, de la part des dirigeants européens? Je pense qu'il y a une part de suicide. Toute l'intelligentsia européenne post-Seconde Guerre mondiale, qui n'était pas du tout une intelligentsia, contrairement à ce que croient les antisémites, de gens qui voulaient utiliser la Shoah comme une Shoah business, comme on dit beaucoup d'antisémites. Non, c'était des gens qui n'avaient rien à voir avec la souffrance du peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est surtout souvent d'ailleurs des communistes trotskistes ou des gens comme Habermas, les anciens Trotsko infiltrés dans les administrations des instances européennes. Ils ont utilisé l'européisme pour en fait en faire un bélier contre la nation. Et pour eux, pour faire accepter ce mondialisme qui passe soit par le mondialisme pur, soit par l'européisme, l'idée c'était de dire que la nation est absolument infréquentable. La nation, c'est déjà de manière homéopathique le nazisme. Plus de frontières, supprimer les frontières. C'est la réduction à l'Hitlérum. Si vous êtes patriote, même uniquement patriote, même gaulliste, un simple gaulliste, vous êtes déjà de même substance. D'extrême droite. Vous êtes homéopathiquement un nazi. Donc cette nazification de la frontière, de la nation, parce que la nation, c'est CIS, c'est la Révolution française, c'est très progressiste. On nous fait croire aujourd'hui que la nation, c'est déjà quelque chose. Et donc, c'est un véritable suicide. Moi, je crois... vous savez, enarchelogos, au début était le verbe. Je crois au pouvoir, bien qu'étant un géopolitologue qui m'intéresse à la géographie, je crois au pouvoir du verbe. Et vous qui êtes philosophe, parce que je sais qu'à vos heures vous êtes philosophe, les vous mots, le savez mieux que moi. mots. Enfin, d'abord, mais parce qu'il faut nommer. Comme disait l'autre, vous mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, la fameuse phrase de Camus. Mais donc alors, l'Europe, excusez-moi, très rapidement, l'Europe oui. est dans une sorte d'expiation collective. Elle a tellement intégré que ce qui s'est passé sous la Seconde Guerre mondiale, ce serait à cause de son essence même de civilisation judéo-chrétienne et européenne. L'idée de notre intelligentsia philosophique qui inspire aussi le débat et les universités et donc les médias, c'est que pour nous racheter, il faut disparaître. Moi, je pense vraiment qu'il y a une pulsion de mort, ce qui explique que l'on sacralise, même dans les constitutions, l'avortement, tout ce qui va dans le sens de la non-créativité, de la non-fertilité est valorisé. Tout ce qui peut faire en sorte que, par exemple, l'immigration de masse. Pourquoi on n'a pas choisi une immigration de masse latino-américaine ou philippine? On aurait pu faire venir encore beaucoup plus de catholiques philippins. Non, on a privilégié l'immigration de masse des pays les moins productifs et les plus hostiles à notre civilisation et les populations, et je ne les blâme pas, c'est pas de leur faute, qui sont issus de pays où on déteste le plus la civilisation chrétienne. C'est un véritable... Quelque part, c'est un acte manqué, pour ceux qui sont un peu psy. C'est un acte manqué de suicide. Je fais venir chez moi celui qui a le plus envie de me détruire. C'est un suicide collectif. Et même, non seulement je fais venir chez moi, je finance ceux qui ont envie de m'envahir. Ah oui. C'est la première fois dans l'histoire qu'une civilisation finance ses envahisseurs. Alors, je suis tout à fait d'accord. Et pour ceux qui vous accuseraient en disant ça d'être populiste ou d'exagérer, mes maîtres m'ont toujours appris un exemple, une idée, un exemple. Et pour corroborer ce que vous dites, j'ai étudié l'islamisation de la Belgique. Et j'ai retrouvé à l'origine, et je ne comprenais pas que beaucoup de Marocains qui n'ont pas un islam intégriste, qui venaient du Rif, qui sont berbères, tout à coup, leurs enfants à Bruxelles étaient beaucoup plus arabophobes, l'arabe littéraire qu'on apprend dans les mosquées, et avec un islam beaucoup plus dur que leurs parents, avec même un mépris pour l'islam traditionnel berbère, une sorte de néo-salaf. Et j'ai beaucoup enquêté en parlant à beaucoup d'intéressés, parce que individuellement, c'est des gens charmants comme tout le monde. Un islamiste, c'est pas forcément un djihadiste, etc. Et ils m'expliquent que c'est à Bruxelles qu'ils ont rencontré des imams qui leur ont appris le vrai islam salaf en leur montrant que l'islam du Maroc était mauvais. Et ça s'est passé comment? Eh bien, en fait, en Belgique, les imams, comme les curés, comme les rabbins, sont payés par l'État. L'État finance le culte. Et en 1978, comme disent nos amis belges, donc le roi... 78, je traduis. En traduisant, le roi de Belgique et le roi d'Arabie Saoudite, à l'époque où l'Arabie Saoudite était bien moins bien que maintenant, parce qu'à l'époque, elle finançait les frères musulmans et le wahhabisme, l'Arabie Saoudite s'est vue confier, vous me croyez si vous voulez, nos auditeurs nous croient si vous voulez,
la gestion du culte musulman en Belgique, c'est-à-dire les manuels scolaires, les manuels de religion. Confiés à l'Arabie Saoudite. Qui, à l'époque, finançaient et les frères musulmans, avant le Qatar, et les salafs. Maintenant, ils ont beaucoup changé, mais ils défendaient... Maintenant, c'est le Qatar. Ils diffusaient... Et c'est comme ça que 3000 mètres carrés ont été alloués à Bruxelles, au parc du Centenaire, pour la Ligue islamique mondiale, qui, à l'époque, diffusait le salafisme le plus intransigeant. Il faut quand même savoir, pour que nos auditeurs comprennent, c'est que le salafisme saoudien, qu'on appelle le wahhabisme, l'islam officiel en Arabie saoudite, prévoit la crucifixion des blasphémateurs. Et c'est quand même des manuels wahhabites qui ont été utilisés par Daesh quand ils n'avaient pas encore leur propre manuel. Quand ils ont fait l'État islamique en Syrie, c'était l'islam de référence de Daesh. Daesh est beaucoup plus wahhabite que Al-Qaïda, qui est un peu plus frère musulman. Et donc, c'est cet islam-là que nous avons financé en Belgique pour que les jeunes Belges d'origine marocaine retrouvent l'islam, non pas l'islam berbère de leurs parents du Rif, mais l'islam wahhabite, un islam salafiste. Et donc, comme vous dites, c'est un financement officiel de la réislamisation radicale, c'est-à-dire, si on voulait empêcher l'intégration, nous n'aurions pas fait autrement. C'est ça, la folie. C'est ça. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été organisé, voulu, etc. Et financé. Par ces gens qui disent... Pareil en Allemagne, où le culte est financé par l'État. Pareil en Autriche, où ils ont enfin repris en main à partir de 2015, mais jusqu'en 2015. Pas en France. Ah ben non, en France, comme on est laïque, on laisse faire... on laisse faire tout le monde. C'est pas mieux, en fait. C'est pas mieux, parce que la laïcité française fait que tout le monde... Si, c'est peut-être un peu mieux au niveau de l'intégration, parce que la laïcité, je veux quand même défendre notre patrie républicaine et laïque, ça a permis quand même de créer une partie de nouveaux Français qui adhèrent aux valeurs de la sécularisation. Et puis la guerre aussi d'extérieur, etc., vous savez, aussi ostentatoire quand même. Par contre, le côté négatif, c'est que comme on ne finançait pas le salafisme, comme par exemple en Belgique, on a laissé les différents pays organiser chacun l'islam du bled. Donc on a donné aux Marocains du Maroc, le pays marocain, la monarchie marocaine, à des associations qui financent des mosquées où on apprend le patriotisme marocain et l'islam marocain. On a des Turcs du Miligulush ou d'autres organisations consulaires qui apprennent l'islam du Miligulush ou d'Erdogan. Et on a des salafistes et des frères musulmans qui, eux, sont financés indirectement, surtout les frères musulmans, par le Qatar, mais que, et là c'est très malin de leur part, que nous présentons comme autochtones, puisqu'en fait, comme on ne finance pas le culte et comme ces pays, les frères musulmans ne sont pas liés à un pays en particulier, c'est une organisation transnationale, les frères musulmans ont réussi à faire passer en France l'idée qu'ils sont le seul islam autochtone non lié à un État. Et là, c'était très vicieux. Les frères musulmans, pour parler plus simplement, ont réussi à se faire passer pour le seul islam qui n'est pas un islam consulaire piloté par une capitale étrangère. Et du coup, c'est comme ça qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy, avec qui j'avais échangé, avec son copain et son conseiller publicitaire, Lefebvre, qui est devenu député, et les deux m'ont expliqué pendant 1 heure, avec mon ami Rachid Kassi, qui était présent, c'était ubuesque, que les frères musulmans, c'était super. C'était un islam français, conservateur, qui allait voter à droite. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont rien lu, ils ne connaissent pas le Moyen-Orient, ils croient connaître. Et je me rappelle, il m'avait même dit, mais vous, intellectuel, moi je me salis les mains, vous êtes dans la théorie, moi je m'arrange dans les quartiers, je trouve des combinaisons. Oui, c'est comme ça que la droite comme la gauche, il y a un rapport qui sort sur Frontières là-dessus, a financé l'islamisation. Donc en Belgique, c'était l'État. L'électoralisme oblige, et on doit être élu. Où est-ce qu'on va trouver nos électeurs? Absolument. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, nous sommes très hypocrites, parce qu'en Belgique, au moins c'est franc, l'État a financé l'islamisme. Chez nous, c'est sous couvert d'associations culturelles, 1901, énormément d'argent. Et pas culturel. Il détourne le culturel pour le culturel, ce qui normalement est interdit, puisque 1901, c'est pas la même loi que 1905. Et en fait, jusqu'à ce que Macron, faut reconnaître, là, il a voulu mettre le ménage là-dedans, jusqu'à Macron, les lois 1901 ont été détournées pour en fait financer du culte. Et donc, on a financé les frères musulmans indirectement, puisqu'il faut savoir que la France, elle dépense des milliards chaque année pour des associations qui pourraient très bien ne pas être financées. On pourrait taper là-dedans avant d'augmenter les impôts. C'est un vrai scandale d'État. Et c'est unique en Europe. Ça, c'est clair que la première des choses à faire, d'ailleurs, pour les journalistes, pour les autres, c'est enquêter, pas seulement islamique, en tout. Vous avez des associations qui ne servent à rien. Absolument. Et à qui dépensent l'argent du contribuable des milliers, des milliards et souvent d'extrême gauche aux islamistes. Et j'ai fait une étude dans ce livre, il y a un chapitre sur l'Union européenne. Bizarrement, au niveau européen, c'est pareil. Autant les partis souverainistes et de droite ont souvent été défavorisés dans les attributions de fonds publics, autant l'extrême gauche, les trotskistes, les sans-frontiéristes, les wokistes, les sorosistes, tous
ceux qui sont pour un globalisme ou une Les destruction de la frontière, LGBTistes et compagnie, oui, c'est ils ont ça. reçu des milliards. Et là, il y a beaucoup de rapports qui sont sortis, mais ils ont reçu des milliards, mais également les islamistes. Et c'est logique, Mais en oui. fait, parce que c'est ce que j'appelle l'alliance des mondialistes. Un mondialiste européiste qui déteste la nation, Mais il va l'islamiste est s'entendre. mondialiste puisqu'il veut que l'Oumma règne sur le monde. C'est normal. Vous c'est avez tout cohérent. dit. C'est ce que j'appelle l'alliance objective. C'est pas conscient Non, ou non, mais idéologique, c'est une mais vraie c'est une alliance, oui. convergence d'intérêts de tous ceux qui veulent démanteler la nation. Jusqu'au moment où effectivement ça se passera comme on ira avec le Toudé communiste qui avait applaudi à l'avenue de l'imam Oui. Khomeini, de l'ayatollah, et après ils ont été liquidés très proprement. Pour Mais nos auditeurs, Toudé, que vous venez Toudé, d'employer, c'était le communiste parti iranien, communiste iranien. absolument. Mais alors Alexandre Delval, pour revenir là, pour un peu, encore une fois, je renvoie à votre livre vraiment que je recommande parce que il contient énormément d'informations et d'analyses sur ce qui se passe. Et je vais vous dire, ça vous concerne. N'oubliez pas, moi je me rappellerai toujours de cette allégorie, je ne sais plus dans quel film. Il y avait des soldats qui arrivaient, qui exécutaient un certain nombre de gens, soi-disant qui étaient traîtres à la patrie, vous savez, comme ça arrive dans, hélas, trop. Et à un moment donné, le soldat arrive et le type qui est là, il dit « Mais monsieur, moi je ne m'occupe pas de politique. » Et il dit « Justement, c'est pour ça. » Ouais. Et il l'abat. Alors, dans ma chaîne YouTube que j'ai créée, c'est pas pour faire de la pub pour ma chaîne, mais en même temps, je le dis. Comment c'est votre chaîne YouTube? C'est Alexandre Delval. Alexandre Et justement, Delval. le slogan, c'est si vous ne vous occupez pas de géopolitique, la géopolitique s'occupera de vous. Ben, bien C'est ce sûr, que je dis à comme la mes élèves politique. aussi, qu'ils soient d'accord avec moi ou pas, peu importe leur opinion, intéressez-vous à la géopolitique. Alors, parce que est-ce sinon, que vous serez passif. Alors justement, Alexandre Delval, pour un peu arriver à non pas une dernière question, mais parler de ce qui se passe. Est-ce qu'à votre avis, cette espèce d'extraordinaire multilatéralité qui est là, ces trois groupes que vous voyez qui s'interpénètrent au gré d'ailleurs de leurs intérêts, De Gaulle disait déjà une nation n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Il faut pas l'oublier. D'ailleurs, je Bon. termine sur ce genre de Sur ce citation genre de 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 Gaulle. choses. Mais effectivement, aujourd'hui, parce que nous voyons ce qui se passe, on voit bien que les plaques tectoniques bougent, que ça n'a pas bougé comme ça depuis 40 ans, ou même 70 ans. À votre avis, est-ce qu'un nouvel équilibre est en train de, je ne dis pas que c'est demain ou dans 10 ans là, allons sur le temps long, est-ce que, comme d'habitude, il y a des crises extrêmement fortes, hein, c'est depuis 3000 ans, ou peut-être 30 000 ans, c'est comme ça, est-ce qu'il y a un nouvel équilibre qui s'esquisse, et quel peut être ce nouvel équilibre? Alors, je prends justement l'allégorie de Wilfredo Pareto, l'économiste et sociologue, qui parlait de la circulation des élites. C'est ce qui se passe au niveau de l'ordre international. Soit nous acceptons de partager un petit peu des bouts du gâteau avec d'autres acteurs, c'est-à-dire on reste primus inter pares, mais on accepte que l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale et d'autres institutions contrôlées de facto par les Occidentaux, Américains, Européens, soit on accepte de transformer un peu tout ça. Par exemple, le Conseil de sécurité permanent des Nations Unies, il y a 5 pays, dont 3 occidentaux, Ouais. la Chine et la Russie, pour la première fois, alors que ce n'est pas l'intérêt de la Chine, acceptent de faire entrer l'Inde et le Brésil comme membres permanents du Conseil de La sécurité. sécurité, ouais. C'est l'Occident qui bloque. En ce moment, il y a une volonté des pays multipolaristes de redéfinir les rapports de force et le partage du gâteau mondial. C'est l'Occident qui est plus dans le statu quo que les pays révisionnistes anti-occidentaux ou L'Occident veut rester à multipolaires. 5, comme ça, et pas bouger. Donc, quoi. soit nous allons négocier de manière Ouais, à l'amiable, je comprends. compliquée, mais à Un l'amiable, partage du pouvoir. un partage du Ouais. pouvoir mondial, et aussi, pour ce qui concerne l'Ukraine, une reconfiguration du système de sécurité eurasiatique, car la Chine craint autant l'OTAN que la Russie. C'est pour ça qu'elle est avec la Russie, d'ailleurs. La Chine a bien Non, bien compris sûr. que quand l'OTAN est allée en Afghanistan, on n'est pas très loin de la Chine, pour ceux qui connaissent la Sauf géographie. que l'OTAN, aujourd'hui, avec Trump, on ne peut pas dire qu'il est un grand... Alors c'est là partisan. c'est là qui risque tous ceux qui ont idéalisé Trump risquent d'être déçus. Bizarrement, il était très hostile à l'OTAN tant que l'OTAN était composée de pays européens qui ne voulaient pas augmenter leur part du financement du budget de défense. Ouais. Bizarrement, au dernier congrès de l'OTAN, quand on a accepté de monter de 1 ou 2 à 5%, il est devenu le héros de l'OTAN et il est beaucoup moins anti-atlantiste. Moi, je l'avais dit depuis son premier mandat, il ne faut pas croire que Trump est quelqu'un qui va servir la soupe aux souverainistes et, Non, il et sert aux la soupe à patriotes l'Amérique. européens. Il sert la Il soupe sert à la son soupe pays. à l'Amérique. C'est L'OTAN ne l'intéresse pas si c'est trop coûteux et si c'est pas lui qui contrôle tout. Mais l'OTAN l'intéresse beaucoup si c'est nous qui payons, mais l'Amérique qui garde quand même le contrôle, puisque l'Amérique, Bien sûr, on n'a bien pas changé les statuts de l'OTAN. C'est l'Amérique qui décide qui rentre dans l'OTAN ou pas.
in fine. C'est l'Amérique qui propose d'ailleurs, et c'est l'Amérique qui a le commandement suprême, qui a le vrai pouvoir de décision finale. Donc pour Trump, c'est fantastique. Et là, il est génial de son point de vue, pas du nôtre. Moi, je m'en félicite pas, mais bravo pour eux. Non, mais je veux dire, il va nous faire payer sa domination du monde. Voilà. C'est ce qu'on appelle... Oui. Et nous l'acceptons. C'est ça. Et voilà. Et le deuxième chapitre du livre est lié justement aux grandes théories sur l'ordre mondial. On appelle ça le offshore balancing. Pour ceux qui s'intéressent aux relations internationales, ou si vous voulez, on délègue l'empire à d'autres. Le offshore balancing, donc c'est l'équilibrage à distance. La doctrine de Trump n'est pas isolationniste. Elle consiste à dire on va intervenir le moins possible en direct et on va le plus possible faire payer le risque et le coût à nos partenaires. Donc on va déléguer l'empire. Mais il passe son temps à recevoir des gens qui apportent 3 milliards, 30 milliards, 3 000 milliards. De son point de vue, bravo. Il est très bon. Mais alors justement, est-ce que équilibre il y a ou nous allons vivre dans effectivement ce que Schumpeter appelait le chaos? Merci de me refaire continuer ma réponse. Ça va être très pessimiste, mais je vais le faire. Donc, première possibilité, on accepte un partage. Mais Vilfredo Pareto, quand il parle de la circulation des élites, il dit si on n'accepte pas d'accompagner cette circulation des élites, donc une nouvelle élite qui arrive, eh bien, c'est un clash. Ça va être un choc. Et donc, la Troisième Guerre mondiale a quand même beaucoup de chances d'arriver ou de malchance d'arriver. Puisque je ne vois pas aujourd'hui les États-Unis... Y compris guerre chaude ou elle est y compris une guerre chaude, malheureusement. Pour une raison très simple. L'erreur est humaine. Les guerres souvent arrivent alors qu'on croit qu'on va s'arrêter juste avant, par des erreurs d'engrenage. Les noms d'oiseaux finissent par créer des susceptibilités. Et là, surtout, entre Ukrainiens et Russes. C'est-à-dire entre nous et les Russes. Il n'y a pas qu'une guerre entre Russes et Ukrainiens. Il y a des morts russes, au moins 150, 160, certains disent 200 000, la CIA dit 200 000 morts directs, sans parler des... Mais il y a 1 million d'Ukrainiens de l'autre côté. Voilà, et on pense, en gros, selon les chiffres les plus solides, c'est entre 160 chacun. Ça veut dire beaucoup plus pour les Ukrainiens, puisqu'il y a autant de morts, si on ne parle pas des pertes, que des morts. Et donc, aujourd'hui, les Russes, c'est plus pareil qu'avant. Ils ne veulent plus négocier comme avant. Les Russes se disent, maintenant, on a 200 000 morts ou 150 000 morts. Donc, ce qui est malheureux... Et on veut garder ce qu'on a et on va augmenter. Oui, mais... Non, ça va plus loin que ça. Puisque nous ne voulons pas réorganiser la configuration de sécurité du continent européen, puisque le mémorandum de Poutine qu'il a envoyé en 2021, qui consistait à dire vous allez faire reculer non pas le traité de l'OTAN, mais les bases, les missiles aux frontières de 97, comme c'était prévu. Aucun occidental, membre de l'OTAN aujourd'hui, n'accepte de faire reculer les missiles et les bases de l'OTAN. Démanteler la base en Roumanie, dont je parle beaucoup dans ce livre, je montre aussi tous les contentieux, les bases et les missiles antimissiles. Donc aujourd'hui, puisque l'Occident ne veut ni réformer les institutions internationales en partageant le gâteau, ni faire reculer les frontières de l'OTAN, nous allons vers un clash. Ça veut dire que moi, dans ce livre, je prévois une paix en Ukraine en 2026, puisque c'est le rapport de beaucoup de banques, et les banques souvent se trompent un peu moins. Et c'est plié. On sait que c'est plié. C'est plié, mais la guerre probablement ressurgira 2-3 ans plus tard ou 4 ans plus tard. C'est un peu comme quand il y a un cessez-le-feu en Israël et Trump dit « Ouais, j'ai réussi », tout le monde dit « Qu'est-ce qu'il est fort ?» Moi, je dis « Calmez-vous, dans 3 jours, ça repart. » Et là, c'est reparti. Donc, je pense que les causes réelles de la guerre, là ne sont pas disparues. Ni en Israël, ni à Taïwan, ni entre Grecs et Turcs. Donc, vous êtes plutôt pessimiste. Je suis très pessimiste parce que aussi, pour une autre raison, il n'y a plus aucun accord de désarmement, de limitation des armes conventionnelles ou nucléaires, que ce soit à portée intermédiaire ou longue portée. On voit la course aux armements qui revient. Chacun recommence des tests nucléaires. Et c'est les Américains qui ont commencé il y a 20 ans. C'est George Bush et Clinton. Clinton le démocrate, George Bush le républicain. Ils ont commencé à tout démanteler. Les Occidentaux augmentent les fusées à la frontière de l'URSS ou de la Russie, disons, et ils s'étonnent que les Russes réagissent. Évidemment que quand on se sent une mentalité d'assiégé, je ne dis pas qu'ils ont raison ou tort. Absolument. Mais il y a quelque chose qui se passe. Donc, déséquilibre, mais écoutez, c'est très bien. En tout cas, il faut être lucide. Le pire n'est jamais certain, mais je suis inquiet. Mais vous êtes, Non, je suis très inquiet. Et juste une toute petite chose que je raconte en détail dans ce livre. Quand on a fait l'opération de Koursk, d'incursion vers Koursk, c'est-à-dire sur le territoire russe, avec l'aide de plein d'armes et de systèmes satellitaires et d'informations occidentales, et lorsqu'on a aidé, et là c'est beaucoup plus grave, les gens ne sont même pas rendus compte de la gravité. Quand on a aidé les Ukrainiens à bombarder des avions, des bombardiers stratégiques qui étaient visibles, non pas parce que les Russes sont des imbéciles, ces bombardiers stratégiques que l'on a frappés avec des drones ukrainiens depuis le territoire russe, ils étaient visibles parce qu'il y avait des accords de ciel ouvert et de traités START qui, depuis la guerre froide, obligeaient chaque pays, signataire de l'accord, à montrer à l'autre
qui faisait rien de suspect. Donc les Russes aujourd'hui n'ont plus du tout confiance. Et donc ça veut dire qu'il n'y a plus aucune confiance stratégique entre Américains et Russes. C'est-à-dire nous sommes dans une situation pire que sous la guerre froide, puisque nous avons violé la sanctuarisation par le nucléaire du territoire russe, en croyant qu'ils bluffent, pas chiche, mais à force de dire à des Russes pas chiche, vous voyez qu'on peut vous frapper sur votre propre territoire, bombarder vos avions nucléaires. Donc la confiance disparaît. Et la doctrine russe a été révisée en septembre il y a 2 ans, il y a 1 an. Il y a plus d'1 an, donc il y a 1 an et 2 mois, la doctrine russe nucléaire a été révisée dans un sens beaucoup plus faible, c'est-à-dire que les Russes peuvent utiliser la guerre nucléaire tactique pour des raisons beaucoup plus légères que jadis. Ça veut dire que la probabilité de guerre nucléaire est supérieure puisqu'il n'y a plus d'accord de désarmement et il n'y a plus de confiance parce que l'accord START devait être caduc en 26, mais les Russes avaient continué à dire on continue à en appliquer des dispositions, notamment montrer nos avions à l'ennemi. Et pourquoi les Ukrainiens ont pu frapper les avions stratégiques russes bombardiers nucléaires ? Parce que nous leur avons, les Anglais et les Américains leur ont donné les informations. Donc vous voyez, c'est extrêmement grave. Même sous les pires heures de la guerre froide, nous étions dans plus de confiance entre les deux grands. Alors, il reste à espérer que, raison gardée, il reste à espérer que les princes qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, au-delà de l'Oural ou en deçà de l'Oural ou du côté de Washington, seront raison gardée. Mais comme vous dites, le pire n'est pas toujours sûr, mais il faut l'envisager. Merci Alexandre Delval. Et encore une fois, le nouvel ordre post-occidental, je vous dis, lisez-le, ça vous concerne au premier chef. Merci André Berkoff.